cet ado, on n'arrive plus à communiquer avec lui, on le comprend plus, on sait plus ce qui se passe, il s'enferme dans sa chambre, il a des comportements bizarres, il regarde sa sœur bizarrement, il parle mal avec elle, il se passe des choses, une tempête hormonale, et en même temps, ce rapport au corps et ce rapport à la sexualité. AVS avec Philippe Robichon. Votre santé, à votre très bonne santé sur Beurre FM. Allez, je vous fais un tarif de groupe ce matin, 2 pour le prix d'une. Nadia El Bouga est avec nous. Bonjour Nadia. Bonjour Philippe, bonjour à tous et à toutes. Sage-femme et sexologue clinicienne, et Karima Chadibaout est avec nous. Bonjour Karima. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde et bon matin. Oui, bon matin comme vous dites. Oui. Très bon matin. Très bon matin. Oui, et comme on dit en dialecte marocain, Zartna al-Baraka. Oh. Ça veut dire qu'on a la visite de la Baraka aujourd'hui. Bien, je rappelle Karima que vous êtes coach familial et parental et que vous avez fondé une école de naturopathie qui s'appelle l'ENAT, et c'est à Saint-Ouen. Absolument. Bon, on va partir de votre expérience de terrain, Karima, Oui. puisque vous rencontrez énormément de mamans, de papas, et qui vous posent de plus en plus de questions. Et là, c'est la cata. Les parents arrivent complètement la tête à l'envers, chamboulés, Désarmés. la starfoulance. La starfoulance, incompréhension totale. Qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir, la détresse aussi. Et donc, c'est pour ça que j'ai sollicité notre chère Nadia pour pouvoir justement répondre à ces questions, les questions que se posent les parents sur cette période de l'adolescence, cette période, on va dire, complexe, où il se passe tellement de choses dans la vie d'un adolescent, et notamment au niveau de la sexualité. Et quoi de mieux, et qui le mieux placé que Nadia El Bouga pour parler justement aux parents avec toute cette bienveillance et cette précision des choses et de ce qui se passe dans la vie d'un ado au moment de la sexualité, et pouvoir les accompagner dans cette éducation à la sexualité, éducation à l'affectivité. Et les parents, dans leur témoignage, on sent vraiment, et ce que j'ai pu voir, que ce soit déjà comprendre cet ado, on n'arrive plus à communiquer avec lui, on le comprend plus, on sait plus ce qui se passe, il s'enferme dans sa chambre, il a des comportements bizarres, il regarde sa sœur bizarrement, il parle mal avec elle, il ou elle, c'est dans les deux sens, et donc il se passe des choses, une tempête hormonale, et en même temps ce rapport au corps et ce rapport à la sexualité. Et donc moi c'est pour ça que je sollicite l'aide aussi de Nadia, et pour que nos auditeurs et auditrices puissent se retrouver et avoir les clés pour pouvoir répondre correctement et d'une manière qui soit apaisée aussi à leurs enfants. On pourrait très bien prendre un livre et lire sur la sexologie. Et moi j'aime beaucoup, parce que Nadia, quand elle parle de sexologie et de sexothérapie, c'est pas la même chose. Voilà, on voit l'expérience de terrain et on adapte en fait des solutions, pas qu'on va prendre dans un livre avec une théorie, mais vraiment apporter des réponses au plus près des besoins des enfants d'abord, des adolescents et des parents. On va surtout parler des ados. Oui, bien sûr. Matin, c'est au-delà des enfants, on va parler plus précisément des ados, mais les parents que vous recevez, Karima, sont parfois dans tous leurs états en fait. Ah oui, les parents parlent de répugnance. C'est-à-dire un espèce de rejet envers cet enfant qui était jusque-là. Et d'ailleurs, je me souviens d'une parole d'une maman qui disait que on est tout émerveillé au début quand il arrive au monde. On est curieux, on regarde ses petits doigts, on compte ses petits doigts, ses petits pieds. Et quand l'enfant découvre justement ces parties de son anatomie, ça se passe bien, on est plutôt émerveillé. Mais quand il s'intéresse à leurs autres parties, d'accord, leurs gonas, ou je ne sais pas comment on va les appeler, Nadia, je compte sur toi. On va les appeler par leur vrai nom, si vous voulez bien, Karima. Voilà, on va nommer bien. les choses, parce que si on commence à... Voilà, exactement. Voilà. Et mais donc, vous dites gonas, vous ? Non, pas les gonas, mais les gonades, j'allais dire. Mais quand ils s'intéressent à leur zizi, à leur pénis, et les filles, à leur vagin, à leur pubis, qu'est-ce qui se passe ? Oh mon Dieu, horreur et putréfaction. Qu'est-ce qui se passe ici ? La malédiction s'abat sur nous. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, apporter des réponses à ça et dédramatiser. Voilà, on va lâcher un peu la pression. Tout à fait. Alors, pourquoi c'est important, Nadia, de nommer les choses par leur vrai nom et pas leur trouver des diminutifs, des petits noms ? Alors, les diminutifs, en fait, je suis pas contre les diminutifs, mais les diminutifs ne doivent pas venir cacher la véritable nomination des choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut nommer les choses telles qu'elles sont, comme elles sont comprises par la majorité. Donc, trouver des surnoms
ça peut amuser les parents et l'enfant de ces parents en question. Donc moi, juste qu'on soit clair, quand on parlera d'enfants, Karima et moi, c'est l'enfant des parents. Donc on parle des ados, mais voilà, donc qu'il n'y ait pas de confusion par rapport au lien de parenté. Par rapport au lien de parenté, exactement. Donc oui, il faut nommer en fait tout simplement les parties génitales, parce que quand on nomme les choses, on leur donne une existence. À partir du moment où vous nommez pas, les choses n'existent pas. Et nos enfants, en fait, si vous voulez, prennent l'ampleur de la réalité des choses lorsqu'on leur donne, nous, une existence. Donc à partir du moment où il n'est pas du tout parlé de sexualité, de corporalité, d'affectivité, parce que l'affectivité, ça se parle aussi, hein, ça s'agit, mais ça se parle, on a effectivement nos enfants qui soit font un déni sur ces sujets-là, ou alors tout simplement s'en écartent en fait, hein, et du coup on a après à l'âge adulte des complications qui s'ancrent et qu'il faut accompagner, parce que les difficultés finalement elles prennent leur source à ce niveau-là. Exactement, donc c'est-à-dire dire aux parents que c'est un projet, comme ils travaillent aussi leur projet éducatif en termes de valeurs, qu'est-ce qu'on veut transmettre, en termes de bon comportement, qu'est-ce qu'on veut transmettre, en termes de projection de quel adulte il va devenir, comment il va agir, est-ce qu'il va être épanoui ou pas. Donc travailler sur l'affectivité, le rapport au corps, va conditionner la future vie sexuelle quand même de cet enfant qui devient adulte, de cette jeune femme, de ce jeune garçon. Et c'est vraiment... moi, je le remarque aussi dans l'après, quand c'est des jeunes femmes qui se marient, qui commencent à avoir une activité sexuelle, des jeunes hommes qui se marient à avoir une activité sexuelle, où c'est au secours, comment on fait ? Et après, on va aller chercher sur Internet. Ah, je crois que je suis atteinte de vaginisme. Ah, je crois que je suis atteinte de je sais pas quoi. Et de trouver en fait tout. Alors que simplement, en parler, comme tu dis, Nadia, en parler et créer cet espace de liberté de parole, de liberté d'expression. Parce que souvent, quand on parle de ça, et c'est ce que je vois, les parents, tout de suite, dans la posture du non-verbal, les parents arrivent recroquevillés sur eux-mêmes, repliés, la honte, la culpabilité. Mais c'est quoi ce truc ? En fait, ils ont oublié qu'ils sont passés par là. Ils ont oublié cette période. Peut-être que les adolescents d'aujourd'hui ne sont pas élevés comme les générations d'avant. Oui, ça c'est indéniable, ça c'est clair. Aujourd'hui, on a plus facilement accès à l'information. C'est la première génération qui a accès à toutes les informations, alors que les autres devaient quand même chercher un peu plus. Chercher un petit peu plus, et puis pour avoir eu des situations en cabinet, où j'avais un papa qui me disait que lui, pour découvrir ce qu'était la sexualité, qui vivait un petit peu dans la campagne, il allait regarder les animaux, comment ils faisaient, et puis des fois, il avait des pratiques tout seul, pour être clair. On a dit qu'on nommait les choses. Masturbatoire. D'auto-érotisme, ouais. Voilà, d'auto-érotisme. Parce qu'on a déjà préféré auto-érotisme. Auto-érotisme. Voyez, déjà, rien que là, la terminologie, de le dire comme ça, voilà, ça crée déjà, dans l'arc relationnel avec son propre enfant, de parler de ces... Déjà, ça, je sais pas, il y a une charge émotionnelle qui est moins lourde. Oui, on sait très bien le poids les mots ont un poids, indéniablement. Donc, si on utilise des mots qui sont connotés, même... Parce que j'ai eu une fois la remarque d'un parent qui dit « Oui, mais... moi, mes enfants, ils n'ont pas fait latin, masturbation, c'est masturbation. » Non, oui. Parce qu'en fait, ça c'est votre mental qui fonctionne, mais en fait, et là je parle à la spécialiste, énergétiquement, le terme, il est chargé. Donc, quand on parle de masturbation, c'est toute la charge historique de siècles et des siècles d'idées, de souillures et de mauvaises choses que transporte ce terme-là. Donc, arrivé à nous, on doit arrêter en fait finalement et clairement cette transmission négative et aller plutôt dans une logique de réappropriation de sa sexualité et de son corps de façon positive. D'ailleurs, on est dans l'ère du body positif et donc ça inclut l'affectivité positive, la sexualité positive, aller dans cette voie-là. Et ça ne veut pas dire encourager à passer à l'acte. Oui, mais alors, regardez, si on parle d'auto-érotisme, alors c'est vrai que le terme masturbation est vraiment tabou, c'est le tabou des tabous. Oui. Les parents doivent dire mais de quoi ils parlent. Est-ce que ça veut dire qu'on doit aborder cette question d'auto-érotisme avec des ados? Alors, en tant que parent, en tant que parent, bien sûr. Oui, alors, moi là-dessus, je suis très catégorique. Non.
on ne parle pas de l'auto-érotisme, ni de son propre auto-érotisme, ni de l'auto-érotisme de son enfant à son enfant, à son ado. Parce qu'on arrive, l'âge de la puberté et l'âge de l'adolescence, c'est quand même l'âge où quand même l'auto-érotisme est le plus présent. Il y a une façon d'en parler, c'est-à-dire c'est une façon indirecte d'en parler. Quand vous parlez finalement du corps, enfin quand on vous lui parlez à cette fille ou à ce garçon, à cet ado ou à cette adolescente, de son corps, de la beauté de son corps, de la transformation de son corps, de ce qu'il peut lui apporter comme plaisir, de comment il ou elle le vit, en fait vous parlez d'auto-érotisme, parce que l'auto-érotisme c'est pas uniquement la stimulation des parties génitales, c'est comment je vis ce corps que je transporte constamment, qui est perpétuellement avec moi. Oui. Donc c'est ça l'auto-érotisme. C'est pour ça que quand vous parlez de masturbation, l'image qui vient tout de suite en tête, je vais peut-être choquer les auditeurs et les auditrices, mais alors, attendez, on appelle un chat un chat. Si vous choquez, on dit aux gens, non, bouchez-vous les oreilles. Je parle toujours, vous savez, avec respect. Bon, nos auditeurs et nos auditrices le savent très bien. Mais l'image qui vient, c'est un garçon qui a son pénis dans la main ou une fille qui se stimule le clitoris. C'est ça, en fait, que les gens ont comme image. Clairement. Mais l'auto-érotisme, c'est au-delà de ça. Il y a ça, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est comment j'apprécie mon corps, comment j'apprécie de toucher des objets, de me toucher moi-même. C'est vraiment très très vaste. Et ça fait partie de l'auto-érotisme. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on limite en fait cette découverte du plaisir de soi, du plaisir à soi, uniquement à ce terme qui est très génito-centré. Oui, absolument. Mais la présupposition, Nadia, qui est derrière, ça veut dire que le parent connaît les phases en fait par lesquelles passe en fait au niveau de la biologie, la physiologie, donc la puberté, on en a dit le mot tout à l'heure, la puberté, que ces phases en fait il faut les connaître et c'est pas les découvrir en même temps que son enfant, ne pas savoir. Quand on parle aussi de sexualité, de ce rapport au corps, beaucoup de mamans elles me disent mais ma fille ça y est elle a des seins et ça se voit. Je dis oui, ça se voit. C'est le principe. Mais c'est le principe. Oui. Je veux dire, elle a des seins, ça se développe, elle va avoir ses règles bientôt. Le rapport avec ses règles, le rapport au corps, la question de l'hygiène, la question de beaucoup de choses, de qu'est-ce qui se passe dans cette phase qui est aussi de transformation du corps. De transformation du corps, cette phase physiologique. Surtout pour j'insiste vraiment là-dessus pour les filles, par rapport à leurs règles quand elles arrivent à cette période-là, parce que culturellement, on va le dire, il n'y a pas de tabou ici. Culturellement, une fille qui a ses règles, on dit c'est sale. C'est la période elle a ses règles, elle peut pas faire des choses. Et moi je me bats contre ça parce que je dis mais c'est une période. C'est la vie. C'est la vie, c'est le vivant qui est en train de vibrer en toi. C'est la période. Vous savez que il y a ce truc d'impureté, vous voyez souvent. Le truc d'impureté. Et vous savez quand on travaille sur le psychisme de la période des règles, c'est l'explosion créative. C'est la femme. Pourquoi ce moment de repli? Alors là, c'est une lecture psychologique. Et bon, vous me connaissez avec mon goût pour le féminin et tout ce qui est sur le féminin sacré, tous les cycles. C'est le moment où elle se replie. Donc, elle est pas en train de bouder. Elle est pas. Alors, voilà, je sais ce que pense Nadia de ça, de ce qui dit mais ça y est, elle est dans sa phase. Pas ce que tu dis toi, mais ce que disent les gens. Ils disent non, là il faut pas lui parler. Elle est irritable. Elle est ceci, elle est cela. On a posé une étiquette. Voilà, et donc elle n'a pas d'autre. Elle a ses règles, elle a ses ragnagnas, voilà. Et alors que c'est une phase de repli pour pouvoir créer et co-créer avec le monde et avec elle-même. Et si on l'explique de cette manière-là à nos jeunes filles, mais c'est juste magnifique. Sexualité positive. Alors on parle de sexualité positive aujourd'hui et plus particulièrement de la période de l'adolescence et comment justement donner des clés aux parents pour traverser cette période. Parce que les ados, ils la traversent de toute façon, la période. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tous les ados, même les vôtres, s'intéressent à la question de la sexualité au moment de la puberté. Surtout les vôtres. Non, mais c'est ce qu'il faut se dire. Non, parce que beaucoup de parents se disent, mais surtout les nôtres. Moi, ils sont trop sages, ils sont trop sérieux. Ils sont pas intéressés à ça, ou ils sont pas. Non, au contraire. Hein. C'est juste qu'ils sont un peu plus discrets, ou tout simplement, et qu'ils vont chercher l'information là où elle se trouve. En fait, je pense qu'il faut déformaliser l'éducation sexuelle, l'éducation à la sexualité et à l'affectivité. Donc, il faut vraiment se dire que l'objectif, c'est d'être attentif et pas intrusif. Donc, être attentif, c'est
pouvoir repérer en fait des éléments de la vie courante et de s'en servir comme base de discussion et d'échange avec son adolescent. Parce que évidemment, à l'adolescence, s'il n'y a pas eu d'échange, on va dire régulier et très posé et naturel avec votre enfant sur ces questions-là, moi je m'insurge en faux contre les personnes qui disent qu'à l'adolescence c'est trop tard. Non, ce n'est jamais trop tard. Même à l'âge adulte, c'est pas trop tard. On peut faire de l'éducation à la sexualité, à l'affectivité, même aux adultes. Donc ce n'est jamais trop tard. Voilà, donc déjà là, une fois qu'on a posé ça, rassurons-nous, on peut très bien, par exemple, moi ce que je conseille aux parents concernant les adolescents notamment, puisque c'est une période, on l'a dit, avec des transformations corporelles chez les garçons et chez les filles, l'idéal en fait... on ne se réveille pas du jour au lendemain pubère. Exactement, c'est une progression. Ça prend du temps quand même. Tout à fait. Exactement. C'est une progression, mais comme l'a dit très justement avant la petite pause Karima, elle nous a bien signifié que ces parents en question doivent eux-mêmes pouvoir décortiquer ces développements. Il y a des parents qui sont encore eux-mêmes bloqués sur cette phase de leur vie où ils ont mal vécu en fait leurs modifications physiologiques, psychologiques, corporelles. Donc, si vous voulez, et il y en a tout simplement, il faut le dire, et il n'y a pas de honte à le dire, qui ne savent pas. Alors, ça fait rire certains, grand bien leur face, en disant mais oui, mais ils sont passés par là. Mais c'est pas parce qu'on est passé par une transformation que forcément on l'a mentalisé et on l'a conscientisé, intégré, exactement. Donc voilà, c'est pas une évidence, même si les modifications sont visuellement évidentes. Donc c'est important, à mon sens, quand on arrive au stade de l'adolescence, parce que là c'est assez délicat et particulier, parce qu'il y a une modification psychique aussi des garçons et des filles, de passer, moi je trouve que utiliser en fait des sujets de société, ça peut être un bon moyen de poser en fait l'espace dont parlait Karima, en fait l'espace d'échange. Ne jamais en fait pointer son adolescent directement, parler de la cousine, du cousin, de la voisine, du voisin, pas de vous. La fameuse discussion sérieuse. Vous savez, on va avoir une discussion sérieuse. Alors, il faut qu'on se parle. C'est précisément ce qu'il ne faut pas faire. Le psychodrame, là. Ouais, c'est ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'en fait, là, vous déposez une charge telle qu'en fait, quand bien même votre ado est ouvert et ouverte, en fait, vous le braquez. Le bon moment, c'est tous les moments de la vie. C'est tous les moments du quotidien. Il n'y a pas un bon moment avec la convocation, comme vous dites, Karima, il va falloir qu'on se parle. Oui, déjà, comme l'a dit Nadia, très justement, quand il y a la convocation, il faut qu'on se parle, ou parce qu'on a observé dans son comportement, dans cette phase de l'adolescence où c'est l'histoire, le moment des grands émois aussi. Hein. Il est amoureux, elle est amoureuse, il a les papillons dans le ventre, elle a les papillons dans le ventre, et donc le parent a observé quelque chose et tout de suite il dit attends, avant qu'il soit trop tard, il faut lui parler de protection, il faut lui parler de contraception, il faut lui parler de ceci et de cela. Oh là là, mais comment on va faire ? Il faut lui parler d'interdit. Il faut lui parler d'interdit. Ah ben c'est surtout le haram à tout va, excusez-moi de le dire comme ça, hein, la starfoulance comme vous disiez tout à l'heure, et ça va être, ça y est, on est en train de faire d'un moment qui doit être beau, qui doit être juste, parce qu'on va parler juste avec l'enfant, ce dont il a besoin, ce qu'on a pu observer chez lui, ce qu'on a pu... Mais alors de quoi il a besoin justement, Karima, à ce moment-là? De quoi il a besoin, l'ado? La première chose, en tout cas, et je pense que Nadia, tu seras OK avec moi, c'est déjà d'installer cet espace sécurisant et non jugeant. D'accord ? De bienveillance. Je ne suis pas là pour te juger. C'est des règles, en fait, qui doivent nous suivre tout le temps. Et des petits instants du moment, du quotidien, on regarde quelque chose à la télé, vous savez, le fameux, on regarde un film ensemble, et puis il y a une scène, il se passe la télécommande, tout le monde cherche la télécommande, allez passer où la télécommande? C'est quand même un peu avant. Oh, mais même encore aujourd'hui, moi je le vois dans beaucoup de foyers. On peut prendre un exemple concret. Pareil, j'ai l'idée d'une maman en tête qui me disait, moi, ma fille, bon, elle a visiblement, elle a été à un moment donné... elle a eu un élan pour aller parler à sa maman, donc c'est que la maman lui a proposé un espace inconsciemment, donc très bonne chose. Et là elle lui dit donc voilà, je suis amoureuse d'un garçon, donc voilà, la maman s'est dit
Et, je prends prépare, sur quoi. moi, voilà, ok, amoureuse, parce que tout de suite, un adulte, amoureuse égale, elle voit déjà sa Tout de fille suite dans au un drame. lit. Et c'est le drame. Voilà, elle la voit déjà dans un lit. Voilà. Alors que c'est pas du tout ce qu'elle est en train de lui dire. Donc Du tout. c'est une ado, on parle d'ado. Hein. Oui. Elle dit voilà, je suis amoureuse. Ok, très bien. C'est qui il est avec toi au collège. Oui, il est avec mon collège. Il est dans ma classe. Ah, très bien. Il s'appelle comment? Donc la jeune fille était d'origine maghrébine. Le garçon donc est d'une autre origine. Et du coup, elle lui déjà la mère tique. Donc elle dit là, ça me fait un truc parce que je me dis bon déjà elle est pas orientée vers ce que moi j'espère d'elle plus tard. Bon, ça c'est la première chose. Donc la fille lui dit que en plus le jeune homme fait partie des gens du voyage. Donc du coup là voilà, c'est le drame. Et en fait, pourquoi je donne cet exemple-là? Elle a focusé là-dessus et du coup, elle a complètement zappé l'essentiel. L'essentiel, c'est pas de dire qu'elle est amoureuse de Kevin, qui fait partie de la communauté des gens du voyage. Ça, c'est un détail. Oui. Elle est juste en train de te déposer qu'elle éprouve des sentiments pour un garçon et qu'en fait, il y a des choses qui se passent en elle. C'est ça l'essentiel, en fait. Donc là, elle t'ouvre, en fait, une voie pour pouvoir échanger sur ce qui commence, en fait, à se construire chez elle, donc le sentiment amoureux. Exactement. Et là, c'est une perche. C'est une sacrée perche. Donc, où on l'apprend et du coup on essaye d'accompagner justement l'ado dans l'échange. Donc si on bug, déjà il faut prendre conscience du fait qu'il y a quelque chose qui se joue en nous. Donc le souci c'est pas l'ado, c'est nous avec nous-mêmes et nos représentations et tout le reste. Donc ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est je repère déjà ce qui se passe en moi et ensuite si je bug, comme on fait pour les enfants, en fait, je renvoie des questions. Je reste sur le questionnement parce qu'en fait, l'objectif, c'est quoi? C'est de la faire réfléchir, elle. Parce que ce qu'on a tendance à faire en tant que parent, c'est de vouloir informer. Et en fait, à l'adolescence, c'est pas ce que cherche l'ado. L'ado, il est surinformé, surtout en 2021. Oui. Beaucoup plus que nous, même. Mais même on est dépassé. Je peux dire je peux m'inclure Non, dedans. Karima, parlez pour vous. Je m'inclus. Nous, avec Non, Nadia, d'accord, on est très ok. 2021. Moi. Allez, je Bon, dis vous moi. êtes 80. Oh, Philippe, t'as vu ça? Non, mais non, mais c'est- Non, on laisse Non, tranquille. on vous Karima, taquine. notre Vous avez sorcière. non, vous avez beaucoup progressé, je trouve, sur Je l'information. vous remercie de votre jugement, cher Philippe. Merci. Bon, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, vous, en cabinet, Oui. si les parents vous posent beaucoup de questions, en général, les gens qui viennent vous voir, c'est pas parce qu'ils vont bien. Mais ça, c'est clair. Bon, donc oui. c'est vrai qu'on va pas non plus tout noircir, mais c'est vrai. Il y a un biais. Il y a un biais de du sélection. fait que Tout à vous, fait. les gens, quand ils viennent nous voir, c'est la cata, ils savent plus quoi faire, ils Ça, savent c'est- plus quoi alors, dire. oui, je suis OK avec ça, Philippe. C'est quand on est dans l'alcôve du cabinet, de consultation, la confidentialité, tout ça. Après, tu Ok. côtoies les femmes aussi dans d'autres contextes. Après, exactement, je côtoie les familles dans d'autres contextes, dans les centres sociaux. Et quand je demande en début d'année, alors, quel thème vous voulez qu'on aborde? Qu'est-ce que vous voulez? De quoi vous voulez qu'on Ça parle? revient Parce assez que souvent. je pars de ce qu'ils vivent. La réalité, c'est facile. On va pas. C'est pas moi qui fais le programme. Je suis l'agenda des personnes qui assistent à ces ateliers. Et ces personnes, quand elles assistent à l'atelier, elles me parlent de quoi? Elles me parlent d'autorité. Comment installer une bonne autorité avec nos enfants, une autorité bienveillante. Et le deuxième sujet qui revient, et dans tous les centres sociaux dans lesquels je travaille, dans l'Île-de-France, je travaille dans pas mal, c'est la question de la sexualité. Et je donne alors, au départ, j'ai un petit test que je fais aux parents, et je leur donne un test de leur... Et puis, alors, quand ils voient les questions, ils disent, mais ça parle de nous, Karima, là. Nous, on veut pour nos enfants, pas pour nous. Nous, on a réglé, nous, on est mariés, nous, on est... oui, d'accord, ok, mais réponds juste à la première question, s'il te plaît. Et c'est là, c'est ce qu'est en train de dire Nadia, c'est son propre rapport au corps. Donc, je projette tout sur mon enfant. Mes réussites, mes premières expériences, mes expériences catastrophiques, la voix de ma mère, de ma grand-mère, de mon grand-père, de mon arrière-arrière-arrière-grand-père. Ils sont convoqués. Qui sont convoqués. Tout le monde arrive là, ça y est, on a là toute la tribu qui est rassemblée et qui vient nous dire « Ah, tu te rappelles de ça, tu te rappelles de ça ?» Et tout ce qui a été construit et qui fait qui je suis aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'au préalable, il faut faire déjà
j'allais dire le nettoyage et énergétique, voilà, et psychologique de toutes ces influences qui me guident, qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je rejette, qu'est-ce que je reproduis parce que c'est bien et que ça me plaît, que je suis en accord et en congruence avec cette règle, avec cette loi familiale qui a été posée. Et quand cette loi familiale dit, et j'avais une maman qui me disait, avec sa fille, elle me dit, je peux pas parler de vagin, de pubis avec ma fille, elle a des poils, elle a des... Et je sais pas, ça me répugne. Et elle me dit, mais vraiment. Et ça, c'est en atelier, c'est pas au cabinet. Et elle me dit, comment tu veux que je parle de ça alors que ma mère me disait, si quelqu'un te touche ici, tu meurs. Si quelqu'un te touche ici, donc la maman de cette dame-là, en fait, c'est la protection. Comprend au sens premier. Hein, exactement. Il n'y a pas de donc, métaphore. Exact, il n'y a pas de métaphore. Non. Pour elle, il n'y a pas de métaphore. Au sens premier. Donc ça veut dire mon cœur va s'arrêter, je vais mourir, je passe de l'autre côté. Donc ça veut dire mon sexe égale la mort. Mon sexe égale la mort. Eh bien, allez déconstruire toute cette croyance, cette conviction personnelle qui a été forgée et qui vient tout simplement. Et puis là, on parle de la maman. C'est la maman qui a vécu ça. Donc ça veut dire qu'elle est porteuse de quelque chose qui, si ce n'est pas travaillé, c'est transmissible à souhait. En fait. Ah oui, mais là, on est sur la 3e génération, Nadia. 3e génération. Mais qui porte encore cette histoire. Qui porte encore cette histoire. Et donc, j'ai dû l'accompagner à déconstruire que déjà, il y avait une intention positive pour cette grand-mère qui voulait protéger sa fille contre des prédateurs et qui, a fonctionné manifestement, mais qu'aujourd'hui, en 2021, ce n'est pas possible d'expliquer ça. Mais déjà, elle, avec ses camarades, cette jeune fille avec ses camarades, de penser qu'elle risque de mourir quand elle va aller aux toilettes et que tu as des garçons qui viennent regarder la zézette, excusez-moi, je redis maintenant ce mot-là, des filles, on va les lever la jupe, parce que ça existe encore, ça existe encore. Ils le font d'une manière peut-être un peu plus élaborée, on va dire ça comme ça, mais ça existe encore. Et les touches pipi, ça aussi. On va le touche pipi, le fameux jeu, ça c'est en maternelle, où j'ai des parents qui arrivent offusqués, ils ont joué à touche pipi. Je sais quoi ça, touche pipi? Eh ben oui, je te touche ton zizi, tu te touches ma zézette. Et voilà comment ça marche. Mais tout ça, il faut il faut en parler et dédramatiser, dire ça fait partie du développement psycho-affectif de l'enfant. On en parle. Tout à fait. Ce que dit Karima là est fondamental parce que là, on parle des parents. Alors c'est vrai que les auditeurs, les auditrices vont dire mais pourquoi vous parlez pas des ados? Vous étiez en train vous étiez censé parler des ados, mais en fait, on est complètement dans le sujet. C'est-à-dire que comme on part de nous, parents, il faut déjà pouvoir poser les choses en tant qu'adulte. Donc, ce qu'elle dit, c'est fondamental. Et autre chose qu'elle dit aussi, Karima, c'est de déculpabiliser aussi les questions de lignée, en fait. Ou dans la lignée, oui. Voilà, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, cette arrière-grand-mère qui parlait de mourir si le sexe de sa fille était touché, elle partait d'une bonne intention qui était une intention de protection, qu'on appellerait aujourd'hui la prévention contre les agressions sexuelles et les viols. Mais voilà, ça a été dit peut-être maladroitement avec les outils qu'elle avait à l'époque. Absolument. Mais là, nous, aujourd'hui, ça, on peut le rectifier. Voilà, votre sexualité, on parle de sexualité positive ce matin avec Nadia El-Bouga et Karima Chadibaou. Nadia, vous allez bien sûr nous dire ce qui vous fait tellement rire. Oui, Karima est rigolote. Ouais. Mais pourquoi énergétiquement rigolote. Pourquoi Karima est-elle rigolote, hein? Indéniablement. Voilà. Faut partager. Alors, il y a des sujets plus compliqués que d'autres à aborder et surtout quand les parents viennent vous voir, Karima, et vous disent que leur fille ou leur fils a des questions de préférence. Oui, absolument. Des questions de préférence, voilà. De préférence sexuelle. De préférence sexuelle ou qui vont aller se documenter aussi sur une orientation sexuelle, justement, qui ne correspond pas, pour mettre plein de parenthèses, quoi, les parents quand ils viennent et qu'ils en parlent. Donc plus pour je suis une fille et j'ai une préférence pour les filles, c'est ça qui est en train de s'exprimer, ou je suis un garçon et j'ai une préférence pour les garçons, et donc les parents sont complètement déstabilisés, complètement perturbés, et donc ne savent pas comment répondre à ça et comment accompagner ça. D'abord l'accueillir, et ça c'est très dur, parce que comment je crée la place, c'est le plus compliqué. C'est le plus compliqué. Comment je crée la place en moi pour accueillir ce qui vient d'être dit, alors que pour moi c'est quelque chose qui est contre nature, quelque chose qui est contre. Et tout de suite, comme tu as dit, on convoque tout ce qu'on a appris, toute notre histoire, toute notre lignée par rapport à cette situation-là. Tout à fait. Alors, pour pouvoir, la première étape étant effectivement que le parent puisse être en mesure d'accueillir ce que l'ado dépose là.
il faut, je pense, que les parents puissent déjà comprendre que l'adolescence, ce n'est pas... Alors, c'est une période... Bon, c'est une période qu'on a matérialisée, en fait. Il faut dire qu'en islam, l'adolescence n'existe pas. On passe de l'enfance à l'âge adulte. Donc, mais il y a beaucoup aussi de sociétés où l'adolescence n'existe pas. Hein. Oui, tout à fait. Culturellement, en fait, effectivement, il y a beaucoup de sociétés où l'adolescence n'existe pas, mais on l'a conceptualisé, ce passage, et c'est fondamental. Et on doit s'en saisir. C'est pas antinomique, même islamiquement parlant. On doit s'en saisir. Pourquoi ? Parce que l'adolescence est une période, en fait, d'évolution qui s'étale sur plusieurs années. On peut être dans un processus d'adolescence jusqu'à 25 ans. Ça déjà, il faut l'intégrer. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on est en construction psychosexuelle. Donc si on est en construction psychosexuelle, on est aussi en construction d'orientation sexuelle. Donc ça veut dire que à ce moment-là, et ça c'est important de le dire aux parents, quand votre enfant vous dit quand une fille dit je suis attirée par les filles, ou un garçon je suis attiré par les garçons, ça ne veut pas dire qu'il est figé dans son orientation. Ça veut dire que parce qu'en fait on a tous et toutes une attirance pour le même sexe. Quand on est fille, on éprouve un amour pour sa maman. Quand on est garçon, on éprouve un amour pour son papa. Ça ne fait pas pour autant... mais c'est la base. C'est la base. D'accord, c'est la base. Mais si vous dites ça aux parents, ils vont se dire que l'enfant a des chances de changer et vont s'accrocher à cet espoir. Non, attendez, c'est pas ce que je suis en train de dire. Processus. Je suis en train de parler de processus. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une grande majorité d'entre nous passons par ces questionnements-là, même s'ils ne sont pas verbalisés. Parce que j'ai déjà eu ce type d'échange avec des parents, qui disent non, moi à mon époque, non, mais à ton époque, peut-être toi, tu n'en parlais pas. Mais il faut savoir que c'est passé par la tête et par le corps de plusieurs d'entre nous, seulement ce n'était pas posé parce qu'il n'y avait pas d'espace pour le poser. Donc c'est un moment, là maintenant, si vous voulez, en 2021, on dit les choses, on pose les choses. Donc, ce qui fait que le fait de les entendre, ça peut être très brutal pour les parents. Oui. Ils ne comprennent pas parce qu'en fait, c'est nommé. Nommer, ça ne veut pas dire agir. C'est tout simplement poser. Moi, je trouve ça même beaucoup plus rassurant d'avoir un adolescent qui vient nous confier ses questionnements sur le genre et sur son orientation, qu'un adolescent ou une adolescente qui reste finalement renfermé sur il ou elle et qui se retrouve à avoir des informations par ailleurs. Exactement. Et du coup ces informations en contradiction avec ses valeurs familiales. Parce qu'en fait il s'agit de ça finalement, il s'agit de pouvoir allier les deux tout en offrant cet espace-là. Donc, il est important que les parents comprennent qu'un adolescent, une adolescente est en construction et que c'est pas parce que il vous dépose des sentiments, un amour, une attirance pour une personne du même sexe qu'il est figé dans son orientation. Exactement. C'est important. Et quand bien même plus tard l'orientation se fixerait, ce n'est pas la fin du monde. Je le dis, ça ne va pas plaire à certains auditeurs, à certaines auditrices, mais je le pose là, parce que c'est important. L'essentiel est ailleurs. L'essentiel n'est pas là. Quand votre enfant vient vous parler, en fait, il vient vous questionner aussi sur comment vous allez le recevoir dans quelque chose qu'il sait que vous n'allez pas forcément intégrer avec facilité. Absolument. D'où l'expression de cet amour inconditionnel. Je t'aime tel que tu es. Et comme tu l'as dit si très justement, c'est un processus. L'identité, c'est un processus. Elle n'est pas figée. Sachant que maintenant, nous avons des enfants qui rentrent dans la préadolescence. Avant, on ne parlait pas de préadolescence. Ça fait que quelques années qu'on parle de préado à partir de l'âge de 9 ans. Oui. De 9 ans, parce qu'on a des jeunes filles, des jeunes gars, surtout les filles, à 9 ans. 9 ans. Il y a déjà toute la biologie qui est là, la physiologie qui a changé, la biochimie du cerveau et tout ça. Et l'identité, des fois, cette identité, ce processus, parce qu'elle n'est pas figée, l'identité. Notre identité, elle est multiple. Et qu'à un moment donné, alors, moi, je ne suis pas freudienne, les auditeurs et les auditrices le savent, mais il y a une chose sur laquelle on se base, justement, par rapport à l'identité sexuelle. Alors, je ne sais pas si tu es de ce courant-là ou pas, Nadia, mais quand on parle de l'Oedipe, on ne va pas perdre nos auditeurs et auditrices, juste simplement dire qu'à une phase, ça commence très tôt, à l'âge de 4 ans, 5 ans,
où il y a ce moment où l'enfant, il regarde le sexe opposé, il y a une espèce d'admiration envers ce sexe, où la petite fille, on la voit, elle est déjà on appelle cette phase-là de séduction avec le papa, où elle parle, où elle dit qu'elle ferait peut-être une meilleure épouse pour son papa, et que le garçon dirait qu'il ferait un meilleur époux pour sa maman. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, je le concède, mais en tout cas, il y a quelque chose qui... Moi, j'aime bien prendre quelque chose de là pour dire, oui, il y a cette construction qui est en train de se faire, mais on l'accompagne, cette construction. On l'accompagne, on la nourrit, on crée en fait un chemin pour, et toujours dans la bienveillance et le non-jugement, de pas quelque chose, ça y est, comme tu as dit, c'est la fin du monde. Donc, et maintenant, on a découvert que dans le DIP, il y a aussi le DIP inversé. Ça veut dire quoi, le DIP inversé? C'est-à-dire, au lieu d'avoir cette attirance envers, moi je suis une femme, une fille, envers mon père, je vais l'avoir envers ma mère. Et donc, avec vraiment cette attirance. Pourquoi? Parce qu'il y a le processus d'identification, où je m'identifie au sexe opposé, où je m'identifie à la femme que je veux devenir si je suis une fille. Donc, il y a tout ça. Alors, moi, j'aimerais qu'on aborde la question de ces fameuses thérapies de conversion. Certains parents s'imaginent qu'on peut aujourd'hui inverser une préférence ou une orientation sexuelle de leurs enfants. Alors, il y a une loi maintenant là-dessus. Oui, tout à fait. Et bien heureusement. Alors, il faut savoir... Je le répète de nouveau, mais il faut savoir que on n'inverse rien du tout. C'est-à-dire que si on a intégré qu'il y a un processus qui s'opère, on accompagne. En fait, le défaut qu'on a tous et toutes, je m'inclus dedans en tant que parent, c'est qu'en fait, on a des idées qui sont figées, qui sont fixées, soudées au béton armé, et donc du coup, c'est où ça rentre dans mes cases, où ça dégage. Mais la vie, c'est pas comme ça en fait. La vie, elle est fluide. C'est une fluidité permanente. Donc, il faut pouvoir admettre que la personne qu'on a en face évolue à son rythme. Et cette personne qu'on a en face, c'est notre être cher, parce que c'est notre enfant. Et donc, du coup, il faut pouvoir l'accompagner avec son temps, avec sa chronologie, à évoluer. Donc, à partir dans un délire de je vais le mettre je vais l'emmener chez un raqi parce que c'est un djinn qui agit en lui, voilà, et finalement il y a quelque chose de pas normal là-dedans, il faut le guérir, de l'ordre de l'occulte, il y a quelque chose quoi. La seule chose que vous opérez quand vous faites ça, c'est que finalement vous déglinguez votre enfant, parce que vous le respectez pas en fait dans l'évolution du développement de son identité sexuelle et de son orientation sexuelle. Donc c'est contre-productif. Donc moi je le dis et je m'insurge contre les personnes qui utilisent le prétexte des thérapies de conversion pour soi-disant qui donnent un faux espoir aux parents de résoudre je ne sais quelle problématique. Et j'ai envie de rajouter là-dessus, parce qu'on parle beaucoup aussi de la communauté musulmane, dans laquelle là, on vit des choses que l'on voit, nous, dans nos cabinets, des choses que l'on voit sur le terrain, là où, dans les quartiers où on travaille. Que vous ne voyez pas, pour être honnête, vous ne voyez pas ça avant, Non, Karima. Moi je ne le voyais pas du tout. Et il faut être clair que depuis quelques années, c'est quand même des choses que vous voyez beaucoup plus fréquemment. C'est des choses qu'on voit de plus en plus. Parce que justement, il y a une perte de repères. On est dans une société aussi qui va très très vite. Moi, des fois, j'ai besoin, je dis aux parents, mais attendez, là ça va trop vite, on n'est pas obligé de suivre le même rythme. On ralentit, on se pose, on respire un grand coup, d'accord? Et moi, ce que je dis beaucoup aux parents... Et on tire la bonne ficelle. On tire la bonne ficelle, et la première des ficelles, tu ne décides pas ce qu'est ton enfant. Tu ne décides pas ce qu'est ton enfant. D'accord? Maintenant, je vais parler aux croyants, qu'ils soient musulmans, chrétiens, juifs, quelle que soit leur croyance. Ton enfant sera ce que Dieu a décidé qu'il soit. Et il t'a choisi, toi, comme parent, pour cet enfant, qui soit dans une présupposée déviance ou une présupposée, je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, d'accord? On n'est pas mieux. Alors moi, je dis souvent aux parents, je dis, vous n'êtes pas mieux que le prophète Noé, ou qui, lui, a vécu une grosse épreuve avec son enfant, et que son enfant ne faisait pas partie de la communauté des croyants. Et il est resté, il n'est pas monté dans l'arche, et il s'est noyé. D'accord? Donc, qui on est, nous? Moi, je le dis aux parents, et j'insiste, si vous êtes porteur de foi, remettez-vous à cette foi. Dieu a décidé que cet enfant passe par ces étapes-là. Qui tu es, toi, pour dire non, moi, je ne veux pas.
Ah non, moi je veux pas. Comment ça, mon enfant, il passe par là, ou il est ceci, ou il est en train de... Non, écoute, c'est le parcours, c'est son chemin de vie, voilà de quoi il est jalonné. Maintenant, soit tu te mets les yeux en face des trous, tu ouvres ton cœur et tu essayes de comprendre et d'accompagner ce qui se passe pour cet enfant, qu'est-ce qu'il veut réaliser dans ce monde, qu'est-ce qu'il veut concrétiser et c'est quoi ses appels, d'accord, de cet enfant, et tu l'accompagnes. Soit, dans ce cas-là, remets-toi en question. Moi, en tout cas, c'est ce que je dis, et on peut pas être porteur de foi et faire du mal comme ça. Pour moi, franchement, ça me blesse. Incompatible. Pour moi, c'est incompatible. C'est incompatible. C'est vrai que ça nous fait violence, parce qu'on est bousculé. Moi, quand j'ai entendu personnellement, et je le partage avec vous, des trucs, je me suis dit, oh là là, mes valeurs, mon truc qui était bien cadré, le squelette bien installé, mais vraiment, toutes les fondations bien là, non, il y a quelque chose qui est venu les ébranler. Soit je vais écouter ce qui est venu ébranler et reconsolider et retravailler là-dessus, soit dans ce cas-là, je vais rester et dans mes chimères et dans j'aimerais bien que. Parce que ma vie, c'est pas la vie de mon enfant. Et mon enfant n'est pas là pour réparer ce que moi, je souhaite penser avec un A et penser avec un E. Absolument. Alors, on continuera cette thématique plus tard. Merci laissez vos commentaires sous la vidéo, on vous la mettra sous la chaîne YouTube, comme ça, si vous voulez qu'on travaille. Elle souhaite qu'on traite, exactement. Voilà. Comme thématique, on approfondira. Oui. Vous réécouterez d'ailleurs le podcast sur beurrefm.net. Merci à toutes les deux d'avoir été là. Karima, on vous retrouve mercredi de la semaine prochaine. Oui. Et Nadia, c'est mardi prochain que vous êtes avec nous. Très belle journée santé sur Beurre FM.